Bienvenue à l'Africa Museum. C'est un plaisir d'être ici. Je suis Ayoko Mensah et je vais être la modératrice en fait, de ce temps d'échange et de rencontre avec 4 artistes donc de l'exposition qui vient d'ouvrir il y a juste quelques jours donc, autour du Congo Panorama, Colonial Illusion Exposed. Tout de suite, nous allons ouvrir ce moment d'échange avec Joël Sambi et une performance. Merci Joël d'être là. Et puis, nous inviterons les 3 autres artistes à rejoindre ici la scène. On commencera notre conversation et évidemment, il y aura aussi un temps d'échange avec vous. Donc, merci encore d'être présent et merci à l'Africa Museum pour cette invitation. Bonjour, je vais vous lire, vous slammer 3 textes que j'ai choisis et qui résonnent avec les grandes thématiques qui traversent l'exposition que vous avez vue ou que vous allez voir et découvrir et dont nous allons parler tout à l'heure. Mon nom est Joël Sambi, comme l'a dit Ayoko, et ces textes sont tirés d'un recueil de poésie qui s'intitule Caillasse, et vos corps seront Caillasse, et qui est édité chez l'Arche. Voilà. Et le premier texte s'intitule « Devine ». Ça y est. Ça y est, les tambours tonnent. Frottement de cuivre et bruit de bottes, c'est la grande marche de l'automne. Ça y est, c'est la cadence, la vaste fête, l'ignoble transe. Ils ont sorti les boucliers. Ils les ont même briqués pour la rentrée, nos amis. Ça y est, ils se taisent, les oiseaux, tandis que l'on casse de l'arabe, du gitan, du négro. Posés tout fiers, ils déblatèrent. Posés tout beaux, ils annoncent haut, mais quand même, la ferme. La ferme aux femmes, fiantes, prolo, malfrats, travelots, pédés, homo, islamo, bobo, pauvres, gauchos, la ferme. Le fiel, la fiente entre les mots. Le fiel, la fiente entre les crocs, tout est serré, trop bien rangé, comme la boucle de leur Weston, les militaires et leurs treillis. Tout est serré, trop bien rangé, comme les glaçons de leur Jameson. Ça y est. Ils se taisent, les oiseaux. Seuls peut-être croassent les corbeaux. Ils annoncent la fin de la paix. Mais alors, devine, qui scrute le blanc de tes yeux, se tient dans la foule et se surprend à vouloir être comme toi, tout à fait, subitement, soudainement frère? Qui lève le poing, la matraque et l'urne pour te frapper un peu plus fort, tandis que tu lèves le tien pour fendre la gueule et le cul de ceux qui s'obstinent à te maintenir à terre, vulgaire poussière, loin de la cour des hommes. Mais qui un homme souhaite devenir? Qui t'enferme? Qui t'enfoire? Qui te proscrit, te définit, te dit ce que tu dois être ou devenir? Qui te prend et qui te jette? Qui te marche dessus et suit sa merde et pointe du doigt ton enfer, ta colère explosif? Qui se surprend à vouloir être comme toi? Qui te dit que tu n'es pas assez un frère pour être un ami, pas assez une sœur pour être une amie, pas un allié, pas assez fort, ni assez soudé? Qui t'accuse? Qui t'excuse? Qui te retient, te soutient si peu, si peu? Qui t'égorge quand tu déranges? Mais alors devine, qui a froid comme toi? Les cantonniers du bleu trépas. Qui, comme toi, a le cœur froid? Sculpture cimetière au fond des eaux, ode funeste dans les avions. Qui, comme toi, a le cœur froid? Qui, comme toi, pourrit déjà? Qui, comme toi, ne verra jamais le jour? Qui meurt pour une nation qui ne verra jamais le jour? Mais alors devine ma colère.
Devine ma colère, ma rage même éteinte ou tamisée. Joue les notaires et joue les huissiers et compte chaque frère, chaque sœur noyée. Et si nos noms sont des tourbillons, pour chaque vie mal nourrie, pour chaque vie maltraitée, nous serons la nuit noire de vos culpabilités absentes. Nous serons la solitude et la tourmente de vos cœurs charognés. Devine la bêtise, la foudre et l'inhumain. Devine le sang qui coule et les rigoles qui débordent. Devine la haine et les ablutions, et les prières des hypocrites et les sermons des Hippocrates, et cette foule qui trace, nette et précise, la collective mémoire bien propre sur elle. Et la foule qui trace nette et précise la collective mémoire bien propre sur elle. Qui proscrit? Qui définit? Qui tranche? Ça y est. Ils se taisent les oiseaux. Seuls peut-être croissent les corbeaux, ils annoncent la fin de la paix. Mais qui meurt à la fin? Devine. Merci. Ce deuxième texte est en fait le tout premier poème que j'ai écrit et il s'intitule Congo Eza. Le Congo est un pays. Congo Eza. Le Congo est un pays et sa réalité dépasse la fiction. La Belgique aussi d'ailleurs, mais elle est au-dessus de la réalité. Le Congo est une diaspora, éparpillée comme des abeilles en colère, et il faut y être fort. Ne pas pleurer sur les morts, craindre l'avenir certes, mais l'affronter avec un sans-gêne plus haut que le Rwenzori. Avec classe, quoi. Presque désinvolte. Après tout, la misère est un business. Le Congo est une diaspora. Éparpillé comme des abeilles en colère, le Congo est une passion plus froide que la mer du Nord. Le Congo est à Bangui, à Kampala, à Beni. Le soleil est à Juba, 500 morts de plus depuis dimanche dernier. Le sarcasme est enfoui dans le sable du beach de Brazzaville, mais pas que là d'ailleurs. L'égalité se rit des pauvres. Le Congo est une planète et ses cratères sont des charniers débordant de bonnes intentions. Liberté chérie. Le Congo crache des innocents, des grabataires, des fichus, des révocables, des cacochines, des gobe-mouches, des roitelets, des potentats, des aliénés, des despotes et des naïfs. Tous, nous sommes à la fois bourreaux et victimes, incrustés dans la tempête de nos corps et de nos têtes en révolte. Et nous sommes le temps. Le reste du temps, les miettes du temps qu'il nous reste après avoir été pour chacun et pour d'autres que nous, les éboueurs en fluo, les techniciennes de surface, la caution morale, le quota couleur, le token de service. Nous sommes la colère. La colère qui, à force d'avoir rétréci, devient implacable et la tragédie se joue sous vos yeux et rien ne l'arrêtera. Non, rien. Car le Congo est un pays. Prenez-le avec tout ce qu'il a de beau, de minable, de grand et de fort. Oui, nos âmes sont à vendre. Non, l'enfer n'existe pas. Non, le mal n'est pas ancré. Non, la peine n'est pas infinie. Nous ne sommes pas de petites bombes, d'innombrables sous-munitions venues perturber vos quotidiens pour voir couler votre sang autant que vous sucez le nôtre. Non, bien sûr que non. Le Congo est un pays. Le monde est à Kounou, à 1000 sous terre. Et toutes les solutions importées, locales, tous les arrangements, tout ça ne sont que de vulgaires cataplasmes dérisoires, posés sur les plaies des victimes et des bourreaux que vous êtes.
que nous sommes et que je suis. Congo Eza. Merci. Ça va toujours pour vous? Ouais? Ok. Le dernier texte que je vais vous lire s'intitule « Caillasse ». Mahamadou. Il y a 1 million d'hommes qui ont ton âge, à peu près ta taille. Comme toi, ils ont une sérénité sans faille, des sourires qui pétillent dans les yeux et parfois, ils ont le même prénom que toi. Il y a une multitude de femmes, Isabella, qui ont passé le même printemps que toi. Elles ont ta présence, de la musique dans la voix, une volonté de paratonnerre. Toi, dont le nom est devenu un mot composé. Toi, dont le nom est devenu un mot inventé, sans papier. Mais ce n'est pas de toi dont il s'agit, Mahamadou. Ce n'est pas de toi dont il s'agit, Isabella, car paraît-il, il y a les humains et puis les autres, les gens valables et puis le reste. Il y a les présumés coupables. 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 Présumés. Coupables. Tokonia tabino lokola kayansa. Tokonia tabino lokola kayansa. On vous écrasera et vos corps seront caillasses, car ce n'est pas de toi dont il s'agit, pas de tes questions, pas de ton passé, pas de tes colères en émeute, pas de tes cicatrices, ni de tes blessures qui n'émeuvent ni n'intéressent personne. Tu n'es personne. Alors ça grossit. Ça grossit, ça grossit, ça gronde et ça grandit. La somme des petites misères, les mépris, les insultes, les regards de travers. Ça grossit, ça grossit, ça gronde et ça grandit. Les papiers, la paperasse, la mélasse, les exceptions aux règles, les textes pieds de page, police futura, taille 6, les parenthèses, les foutaises. Ça grossit, ça gronde et ça grandit. Et toujours les mêmes carcans, clichés, souillures et enfermements. C'est qu'il y a la belle et donc la bête, le juste et le malhonnête, le citoyen et le futur intégré, le type bien, celui qui travaille, ne lève pas le ton, n'ose pas la voix, courbe les chines et s'estime heureux et se répète pour lui-même, se répète pour tenir, mantra. Ceci n'est pas un crachat. Et se répète pour tenir. Ceci n'est pas du crachat, mais l'écume des vagues. Je suis en bord de mer du Nord. Alors ça grossit. Ça grossit, ça grossit, ça gronde et ça grandit, ça migre, ça bouscule, ça grossit et ça allume la mèche. Ça fout le feu, ça brûle là, à l'intérieur de toi. Toi, le glaçon qui fond dans les verres lourds de whisky. Toi, le corps meurtri au bout des coups de poing. Toi, la fumée des cigares. La musique des marches militaires. Le rose des polos portés sur les greens de golf. Ça brûle. Toi, le pli des cols amidonnés, blanc. Alors tu t'installes. Tu t'installes entre deux rives, sur ce pont de ronces et d'épines. Tu t'installes et tu te demandes, où sont-ils, ceux qui parlent de l'identité? Où sont-ils, ceux qui découpent et divisent? Et tu les entends. Biloulou, 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 biloulou. Tokonia tabino lokola kayansa. Tokonia tabino lokola kayansa. Insectes, on vous écrasera et vos corps seront caillasses, caillasses, réduits,
Poussière, caillasse pour avoir passé la frontière, poussière pour avoir osé l'espoir, caillasse pour avoir ignoré la norme, car il y a le blanc d'un côté et puis le reste, l'humanité immaculée qui avance et donne la cadence. Pembe, 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 pembende lembo, tokonia tabino lokola kayansa, tokonia tabino lokola kayansa. On vous écrasera et vos corps seront caillasses, car pour être un homme, il faut tuer, pour être l'homme de ce pays, il faut se taire et accepter. Il ne faut dire ni d'où tu viens, ni qui t'a fait. Juste partager ton or, tes pierres précieuses et ta sueur. Et toi? Toi, tu comprends. Tu as toujours su. Tu sais que tu mourras, empoisonné par les mêmes étranges rêves de liberté. Et tu trembles parce que tu sais à quelle sauce tu seras mangé. Tu sais par-delà les langages et les tournures de phrases. Tu sais par-delà les apparences et la chaux sur les tags de haine. Tu sais par-delà la rengaine, les postures, les campagnes, les alliances. Tu sais. Le racisme est un acouphène entêté. Merci. Merci. Bravo. Merci beaucoup, Joël. Merci. Je vais inviter Hilary, Kounrad, Aldi à nous rejoindre. On peut les applaudir aussi extrêmement fort parce que... Merci. Je crois qu'avec cette introduction, cette performance de Joël, on est dans le cœur du sujet et de l'exposition et puis du talk. Avant de commencer la conversation, je voudrais prendre le temps de vous présenter. Tous les quatre. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi 3 autres artistes qui ne sont pas présents. Je les mentionnerai. Je vais aussi, évidemment, quand même remercier, et on peut les applaudir, les commissaires de l'exposition qui sont là. Et vous avez tous, je pense, fait un travail magnifique. Donc, c'est important que vous soyez là. Merci. Et puis, surtout, de le reconnaître. Donc, je voudrais vous présenter, je vais commencer par Joël, qui est donc une artiste transdisciplinaire, écrivaine, poétesse, réalisatrice, régisseuse, activiste, et qui a grandi en fait en partie au Congo, mais qui vit aujourd'hui à Bruxelles. Votre travail est sur notamment les questions effectivement intersectionnelles, d'identité, de classe, beaucoup autour des discriminations. Et comme on a pu l'entendre, votre travail est vraiment à l'intersection du poétique et du politique, de l'intime et du public. Et vous travaillez aussi vraiment au carrefour entre la littérature et les arts de la scène. Ouais. Donc vous êtes à la fois investi aussi dans des projets collectifs importants ou des voix. Vous êtes aussi très sensible à ça, faire entendre effectivement des voix qui sont rarement entendues. Je pense à un très beau projet que vous aviez fait avec notamment des mamans. Coco Slam Gang. Voilà, Coco Slam Gang, avec des mamans congolaises ici de la diaspora. Magnifique projet. Et donc, vous avez cité quelques-uns de vos ouvrages. Mais je voudrais dire, vous avez publié notamment Je ne sais pas rêver, Religion Yakitendi, un roman en 2007, Le monde et gueule de chèvre. Et puis, plus récemment, Et vos corps seront caillasses, dont vous avez lu des extraits. Donc, merci beaucoup. Et pour l'exposition, vous avez travaillé donc vraiment sur ce film qui déconstruit et
et pointe en fait ou cloche en fait les représentations du panorama, avec ce leitmotiv qui revient où est Charlie pour nous aider à décoder le panorama. Donc c'est vraiment tout un travail, vous allez nous en parler, qui est extrêmement intéressant. Hilary Balou, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes plasticien, artiste, vous vivez à Kinshasa. Vous êtes, je ne sais pas si vous y êtes né, mais en tout cas vous y vivez, vous y travaillez. Et aujourd'hui, votre travail il est exposé dans le monde entier. Vos œuvres sont dans les plus grandes collections, dans les musées. Vous avez vraiment une très belle carrière. Et votre travail est beaucoup autour de, finalement, donc entre réalisme et poétique, mais dévoile et explore en fait l'impact, on va dire, de la colonisation et du discours aussi colonial sur les sociétés traditionnelles africaines, enfin les sociétés africaines, notamment congolaises. Donc, vous avez étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Et puis, vous vous êtes vraiment écarté, on va dire, de cet enseignement académique pour trouver, en fait, votre identité, votre esthétique. Et dans le cadre de cette exposition, vous avez réalisé donc une peinture qui est Illusion, l'emprise du vide, c'est ça ? Promesse du vide. Promesse du vide, c'est ça, qui est un titre très fort. Et vous étiez en résidence ici au musée pour réaliser cette œuvre. Donc merci beaucoup d'être là. À côté de vous, Aldi Okudeyo. Merci beaucoup d'être là, Aldi. Vous êtes entrepreneur culturel, réalisateur. Vous êtes aussi, je le dis parce que c'est important, agriculteur. Oui. Vous vivez dans le nord-est du Congo, à Aru. Oui. Et avec donc Kounrad Eker, vous avez fondé un collectif, Kumbu Kumbu. Et donc tous les deux, vous avez travaillé en fait sur la présentation en fait du panorama et surtout faire entendre en fait justement les voix, les témoignages de personnes congolaises par rapport notamment au panorama, mais aussi plus largement à l'histoire coloniale. Kounrad Eker, voilà, je termine. Merci beaucoup d'être là. Donc vous êtes belge, vous êtes artiste sonore et vous travaillez beaucoup sur justement les témoignages, aussi l'histoire orale, les témoignages oraux. Et vous êtes embarqué dans cette aventure, en fait, en tout cas ce projet effectivement de recueil de témoignages depuis déjà plusieurs années. Donc vous êtes... voilà. Les autres, rapidement, je voudrais juste mentionner, donc il y a 3 autres artistes. Il y a Loramba et Kenny Mala Ngombe, voilà, qui ont réalisé l'œuvre qui traite en fait de... on va dire l'utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui aussi comme outil finalement de propagande contemporaine. Donc, mais je voulais les citer. Et puis Fallon Luamba Mambu qui a travaillé avec vous sur le recueil des témoignages. Et puis les commissaires, donc Martine Cotonnier qui est ici, qu'on peut applaudir, Albertine Libert aussi, qui est là, Patrick Oudekereza, Lene Angelen et Victor Flores. Voilà, donc 5 commissaires pour ce travail important. Donc peut-être on va commencer parce que c'est vrai qu'on voudrait évidemment avoir le temps, mais ça va, on est dans les temps pour qu'il y ait évidemment un temps d'échange avec le public. On imagine que vous avez sans doute pas mal de questions pour les artistes. Peut-être dans la première partie là, de la conversation, j'avais envie quand même que vous nous disiez, chacun d'entre vous, comment vous êtes entré dans ce projet qui est assez particulier. Et quelles ont été aussi vos motivations, voilà, pour entrer dans ce projet. Et puis, si vous voulez
en même temps enchaîner comme ça. Peut-être parler un petit peu plus alors de chacun votre travail, comment vous avez travaillé sur chacune des œuvres produites dans le cadre de l'exposition. Donc, qui souhaite ouvrir la conversation? Je peux commencer. Moi, je suis rentrée dans le projet parce que, sur invitation, en fait, j'ai reçu un mail de Koen. En fait, je suis artiste associée au Théâtre National à Bruxelles et je pense que c'est une des personnes qui travaille au Théâtre National qui a parlé avec Koen. Et voilà, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. J'ai reçu un mail, on s'est vu il y a plus d'un an, quoi. Et pour discuter du projet, etc. Alors, ce qui était intéressant, c'est que voilà, quand on en a parlé, Koen était vraiment très en disant bon, c'est quand même travailler avec Tervuren et on sait que ce n'est pas toujours évident dans la communauté de la diaspora de se dire ah, tiens, on va aller au musée de Tervuren parce qu'il y a ce passif, parce que et donc moi-même j'étais au début dans un entre-deux, mais très vite quand j'ai découvert la matière et puis surtout sous le fait qu'il fallait travailler sur ce panorama, voilà, ça m'a très vite plu. Et donc, je suis entrée comme ça sur le projet, au terme aussi de beaucoup de discussions, d'échanges avec les équipes sur comment est-ce qu'on travaille, sur qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour permettre le bon déroulé du projet. Et finalement, le résultat, il est là. Et moi, je suis assez contente du travail qu'on a fourni. Après, sur ma partie, sur ce que moi je propose sur l'expo, comme tu le disais au début, l'idée c'était de comment faire en sorte, comment découvrir ce panorama, ou en tout cas porter un regard critique de manière un peu ludique. Donc je suis partie sur ce jeu, enfin c'est pas vraiment un jeu mais qu'on connaît un peu tous, c'est vraiment où est Charlie, quoi. Quand on cherche Charlie sur une... et donc je me suis dit, si on cherchait Charlie dans ce panorama, et que Charlie serait tous les contre-discours, toutes les incohérences, toutes les choses qui ne sont pas tout à fait plausibles quand on connaît le contexte dans lequel la peinture a été réalisée, etc., etc. Donc ça a donné... en fait, j'ai commencé et puis c'était abyssal. Donc, ce qui était très bien, c'est que j'avais directement une encyclopédie vers laquelle je pouvais me retourner, à savoir Koen. Et donc, je disais, mais non, j'avais plein de questions, j'envoyais, il me répondait, j'écoutais des choses. Et ça a été, d'un point de vue personnel, j'ai envie de dire, en tant que belgo-congolaise, il y avait quelque chose de très intéressant pour moi d'apprentissage simplement au niveau de l'histoire. Mais d'un point de vue artistique aussi, ce qui était hyper chouette, c'était le fait qu'on pouvait mêler, on partait d'une peinture pour avoir un projet écrit et auquel on associait du son. Donc voilà, la pluridisciplinarité dont tu parlais au départ était fort intéressante. Donc voilà, moi j'ai vraiment travaillé sur regarder ce panorama-là, comparer, en discuter aussi sur est-ce que c'est probable, plausible que l'on voit tel type d'interaction sur ce panorama à cette époque-là, compte tenu de la réalité et des tensions existantes ou pas, etc., ou des rapports simplement de domination. Et est-ce que c'est possible que tel type de végétation apparaisse à tel... Enfin, vraiment, c'est au détail comme ça. Et à chaque fois, donc, je pose la question. Et l'idée, c'est que les personnes qui viennent regarder, elles fassent le travail de s'interroger et de se dire tiens, peut-être que Charlie se cache à cet endroit ou peut-être à tel autre endroit, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Merci. On reviendra peut-être sur l'utilisation aussi des archives. Ce serait intéressant de savoir comment, effectivement, vous avez eu accès, je veux dire, à toute une documentation, à des archives, voilà, pour construire aussi votre propos artistique, et comment s'est passé aussi peut-être ce qu'il y a eu un dialogue aussi avec les scientifiques en fait du musée. Mais on y reviendra. Hilary, Balou, comment êtes-vous finalement arrivé voilà, dans ce projet, et comment avez-vous travaillé sur votre œuvre? Alors, merci pour la question. En fait, moi, je faisais déjà des recherches autour des éléments qui concouraient sur
sur le paysage naturel, à travers lesquels les artistes européens ont fait autour fin 18e, début 19e siècle, vers le courant romantique. C'était vers l'année 2021 que je faisais des recherches. Je suis passé au musée Tervuren, j'ai vu la gentillesse, la gentille Patricia, je lui ai fait part de mes besoins. Alors, elle m'a amené dans la grande salle des crocodiles, où on peut trouver des paysages du Congo peints par, j'ai oublié le nom de l'artiste. Et voilà, donc du coup, moi, je travaillais en ce moment-là sur voilà, tous ces artistes qui ont peint l'aventure, voilà, l'aventure coloniale, bien entendu, vers ces époques-là, spécifiquement au courant romantique, parce que en ce moment-là, voilà, l'Europe voulait à tout prix chercher ailleurs ce qu'elle avait perdu, la nature authentique. Parce que l'idée, c'était de trouver ailleurs cette nature authentique, cette nature voilà, vierge. Et du coup, il a fait appel aux naturalistes, aux artistes, aux peintres, aux intellectuels, aux scientifiques, pour aller chercher ce qu'ils ont finalement perdu, parce que c'était la révolution industrielle. Et c'est comme ça. Et quand je lui ai fait part voilà, de ce que je cherchais, après, j'ai eu pas mal de visuels. Après, j'ai arrêté, je me suis intéressé à autre chose. Mais après, je pense 2 ou 3 ans, il y a Isabelle qui m'a contacté par mail pour me proposer ses projets et m'a fait rebondir directement à ce projet-là. Et je me suis directement j'ai accepté, j'ai dit ok, ça m'intéresse beaucoup parce que ça faisait déjà partie un de mes projets que je travaillais, mais j'avais mis juste stop. Et voilà, ce qui était intéressant, c'est de voir ces artistes de ces périodes-là, comment ils voilaient finalement la violence à travers la nature. Et comment est-ce que la nature était un espace voilà, de cacher beaucoup de choses et aussi un prétexte dans lequel, voilà, moi je me rappelle, j'avais des livres de l'histoire naturelle, voilà, zoologie et tout. Et tout était notifié, voilà, tout était nommé. On ne se rendait pas compte que c'était derrière ces beaux paysages ou derrière ces différentes espèces, il y avait une histoire chaotique derrière. Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder ces panoramas d'un regard assez critique pour en révéler des choses finalement, pour ne pas l'affronter directement, mais l'idée c'était d'en révéler tout ce qui s'est caché derrière, toutes les promesses qui se faisaient à cette période. Et je me suis dit, ben, je veux me mettre comme étant un Belge à cette époque-là. Qu'est-ce qu'un Belge pouvait voir à ces périodes-là et qu'est-ce que ces peintures. Et je me suis dit que c'était comme un packaging publicitaire. Donc du coup, c'est là où les points de départ, ma réflexion a commencé à jaillir des images, en faisant un parallèle aussi avec tout ce que ces visuels, les gadgets qu'on a autour, ces images clinquantes et comment ces images gardent en eux une violence inouïe et quelle est l'approche finalement que je pouvais avoir sur ces panoramas du Congo. Et pour moi, c'était une fiction visuelle en fait, ces panoramas. Il fallait
découvrir des éléments qui pouvaient me ramener à quelque chose d'assez contemporain, parce que moi, en tant qu'artiste congolais, j'ai vu ces séquelles voilà, jusqu'à aujourd'hui. Comment ces peintures, cette peinture agit jusqu'à aujourd'hui, et comment je pouvais l'élargir et porter vraiment mon regard critique sur ces paysages. Merci. Merci, Larry. C'est vrai que... Mais je vais continuer le tour avec Aldi et Conrad. Ouais, si vous pouvez aussi, je crois que vous voulez aussi projeter un extrait de film, et je vous laisse présenter un peu votre démarche. Merci de nous avoir donné la parole. Moi, souvent, je parle à Lingala Sekoun qui transmet en français. Parce que l'accent des mots français ne peut pas être bien compris comme ça. Alors, je peux m'efforcer si on peut écouter ça aussi. Oui. 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 Donc, Moussalao Tobandango, c'est Kinga, naza ici na famille moko, ya chef coutumier na nord-est, na Aru précisément, famille nanga babenga kango Lugwara. Donc, Aldi, il est issu d'une famille de chefs coutumiers qui est basée autour de Aru en Ituri. Et c'est une chefferie d'un peuple au nord-est qui s'appelle les Lugbara. Depuis qu'on se retrouve devant la difficulté familiale, net bogo kakana Ituri souvent bitumbeza partout, bitumba wana ezalai causer na nini, donc bitumba wana elingaki ekotelanga pe na kati ya famille etindanga na ba recherche na kati ya archive ya Belge depuis 2010 na bandaki recherche likolo ya ba archive belge. Et donc, comme en Ituri, comme vous savez probablement, depuis des décennies, il y a des conflits diffèrent dans la région, et dans une démarche d'essayer de comprendre d'où proviennent ces conflits, Aldi, il a depuis les années 2010 fait des recherches dans des archives pourvu qu'ils sont accessibles en Ituri, pour chercher à comprendre d'où se trouvent les sources de ces conflits multiples et avec multiples couches. Et puis ça, c'est que na zwa ba papier mingi ya ba archive à Belge na banda kotangango na ekukuta ba difficulté za créer toujours à partir de ba archive wana. Et ça ba makambo esalemi kala mais et projeter ba difficulté liboso. Et donc, ce qu'il trouvait, c'est que dans ces vieux documents, en fait, même si c'est des vieux documents, ils projettent leur ombre se projette sur le présent. Et puis ça, on a découvert que mingi ya makambo ezoya eza euti na ba famille muke belge a découpant. Par exemple, bino bakobenga bino boye, bino bakobenga bino boye, bino bakobenga bino boye. Ye moko belge a partagé mabele ya bato. Quand il va limite, bino bokozala. Plus tard, tango et comme il crée si quoi ba problème. Et donc, une des sources des conflits qu'il a trouvées, c'est qu'à l'époque coloniale, il y a eu des découpages de territoires en Ituri, comme partout en Afrique, où on a créé des peuples différents, ce qu'on appelle souvent ethnogénésis. C'est de dire, vous êtes ceux-là, vous êtes tel peuple, vous êtes tel peuple, la carte c'est ainsi, le découpage c'est comme ça. Et que, selon ce que Aldi disait, c'est que c'est de là que proviennent beaucoup des conflits fonciers, conflits basés sur pouvoir, la succession de pouvoir, les conflits de terre, tout ça.
qui a droit sur quel territoire, qui a droit sur quelle terre, qui a droit sur le pouvoir, qui a droit sur le pouvoir local, mais aussi le pouvoir de l'État. naye kosala synthèse nakuti ke ntango Mobutu azwaki pouvoir ye alobaki retour à l'authenticité, donc bato mosusu base revêtir na bapouvoir na bango oyo belge alongola. Et donc, à l'époque de Mobutu, il y a eu ce qu'on a appelé retour à l'authenticité, donc un retour à des bases basées sur l'ethnicité. Oui. Oui, presque. Oui. Ce qui a encore augmenté cette idée que, en fait, tous sont des peuples différents et découpés et séparés. Ce qui a motivé les autres gens à se revêtir de certains pouvoirs passés comme ça que les Belges leur avaient ravi. Tu vois? Ils disent non, dans l'histoire belge, asala biso boye, donc ndenge balobi tozonga na authenticité biso to récupérer par na biso la chose. Oui. Et donc, bizarrement, les codifications qui ont été faites à l'époque de la colonisation, ils sont restés, ils ont en fait été ancrés. Sikoyo na détenir bapapier mosusu ebanda na ba 1920 boye ti ba 1918 ti ba 1957 boye ya belge oyo ezosenga lisusu bapapier mosusu ya ba 1911 mpo nazwa nango baresultat bapapier wana emonani te. Et donc, il avait accès à certains documents qui commençaient vers les années 20 jusqu'à les années 50, mais tous les autres documents, donc il y avait beaucoup Des documents qui demandaient d'autres documents de 1911 comme ça pour chercher à découvrir certaines choses. On a quitté tout à coup en 2021, hier à Ekobimela. Belge moko boya uti Kampala abimeli. Tout à coup, explique. Tout à coup, coup national. Donc, tout à coup, moi, je suis arrivé chez lui, à la maison, en 2021. Aye na ba projet na ye moko bo sujet ya ba mine soit disant alinya sala ba interview ba nini. Et donc, l'interview, pardon, le projet qui m'avait amené chez lui en Ituri, c'était un projet de radio un documentaire sur les mines artisanales de l'Ituri et que je voulais... Tango akomi sikoyo to habité ne 3 mois, 2 mois presque. 2 mois na parler na nga sikoyo. To fandine ensemble tozalaka na parler. Mais na concession à Bilanga, na Zamba, très loin. Et donc, on est resté ensemble 2-3 mois. Lui, il m'a... je rajoute un peu des petites choses. Oui. Il m'a accueilli dans sa famille, ce qui me touche encore jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, je suis très content que j'ai finalement pu refaire la même chose. C'est content. C'est là. Oui. Et donc, en restant ensemble, en discutant, Aldi m'a aussi beaucoup parlé de ses démarches. Nde sikoyo toye kozwa compromis nazwi baarchive tu nazaki nango napesi ye nabi otali difficulté oyo ezoya na mboko eute epa bakoko nao tala awa tala baordonnance oyo tala badécret oyo biloko wana sikoyo bato bazobunda nyonso baza na raison motu nyonso azoengage bitumba awa na Ituri ntango kokende kokuta ye aza na raison aza na kati ya droit na ye gouvernement azokoma na capacité. Et donc, je résume un peu ce qui s'est passé, c'est que en voulant faire un projet sur le contemporain, en fait, c'est Aldi et autres gens autour de lui qui on a compris qu'en fait, c'est impossible de faire un travail sur la situation des mines, de l'exploitation minière en Ituri, sans vraiment aller en profondeur sur comment
Découpage. c'est créer cette industrie minière qui a été créée à l'époque coloniale et que la question des archives est une question qui, pour moi, était complètement... je ne le savais pas du tout, que la question d'archives qui ici est considérée comme quelque chose de lointain, quelque chose dans un souterrain. Et là, c'est quelque chose qui a qui crée des énergies vraiment énormes, des énergies qui peuvent créer des guerres, qui peuvent créer des conflits et qui sont considérés comme extrêmement importants. Oui. Donc, par exemple, là, en Ituri, s'il y a la guerre comme ça, tout le monde a raison. Tout le monde va se référer à certains documents, certains... Mone? Motutu aza na raison qu'il y a telle famille pour l'année ni basala bitumba. Non, voyez ceci, voyez cela, voyez cela, voyez cela. Aza na kati ya droit na ye. Mutu nyonso siko soki droit ngwe komi kopesa bitumba, c'est-à-dire basalaki ba makambo wana bien te avant. Nde ye sikoyo aya nanu atalelanga ba makambo ekosalisanga mpo nga nalingi bitumba te. Et donc... Oui. Oui, tangu siko aye siko koya na ba archive plus ba archive sonore oyo eza na milie na nga kuna ye alobi te awa nazwi ba archive bien sûr yango epuis eza na ba archive mosusu sonore oyo edate na ba 1911 ti 1913 archive wana baenregistre mongongo ya bato awa tomeka nanu koyoka parce que ye ayoki bamosusu eza ya awa na territoire na nga soki maloba wana ezoloba nini tellement. Et donc, comme on s'était dit, bon, et laissons-nous nous concentrer sur essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé à l'époque coloniale dans cette région. La deuxième fois, entre la première fois et la deuxième fois que j'étais chez lui, j'ai fait des recherches pour voir est-ce qu'il existe des archives, mais aussi des archives qui ne sont pas des archives écrites. Et donc, j'avais trouvé ici au Africa Museum des enregistrements qui ont été faits par un militaire de la force publique, l'armée coloniale, qui s'appelait Armand Utero, qui ont été enregistrés entre 1911 et 1913. Et la première fois que j'ai entendu une de ces chansons, il y avait quelque chose qui m'a vraiment, comme un esprit qui est entré dans mon cerveau et ça ne m'a jamais lâché. Et en retournant, on s'est dit, bon, focalisons-nous sur ces chansons et est-ce qu'on peut trouver des traductions de ces chansons? Est-ce que, parce que ce sont des chansons qui ont été enregistrées dans la même région, au nord-est du Congo, est-ce qu'ils peuvent nous raconter, est-ce que ce sont des sources qui, en traversant l'espace et le temps, peuvent en fait nous donner une intimité directe avec ce passé qui est souvent où on dit en avance que ah non, cette histoire n'existe plus. Nde siko ntango aye na bason wana nayoki nalobi juste baoyo eza ya village na ngai sur place awa parce que nazoyoka sens nango bamosusu oyo eza bavillage mosusu donc na province wana bavillage oyo chanson wana esaregistre nango esetendre ti na wamba kobandepa na nga ti na wamba eza ba 1000 km siko 1000 km wana eza difficile kosala yango parce que par jour bokoki kosala ba 120 km banda tongo ti pokwa mpona balabala tozwi boyo ya région na nga toke koexamine tokuti eza kolela ya bato. Et donc, on a trouvé qu'il y avait, en fait, par exemple, il y a des chansons qui proviennent exactement de là où il a grandi, mais il y avait beaucoup d'autres chansons où ça a pris beaucoup de temps et beaucoup de travail pour trouver, en fait, d'où proviennent ces chansons, c'est chanté dans quelle langue et qui peut encore traduire et non seulement traduire, mais aussi contextualiser et décoder ces chants. Parce que à cette époque, comme il n'y avait pas un État qui imposait une langue uniforme, il y avait beaucoup de différentes langues.
Mais ces langues, ils n'ont aussi pas été codifiées, donc ces langues, ils ont changé avec le temps. Donc ça a pris beaucoup de temps pour trouver les gens dans les différents milieux plutôt ruraux qui connaissaient encore la signification de ces chansons. Et juste pour couper court, donc tout ça, c'est le projet Kumbu Kumbu que nous, on fait ensemble. Ouais. Et nous, c'est notre projet qui est indépendant du musée. Et j'avais fait une présentation, je crois, en 2023, ici au musée. Et il y avait aussi Maarten à une présentation, Maarten, un des commissaires, qui après nous a invités pour demander est-ce que vous voulez contribuer à cette expo. Et Moi, j'ai une Déjà, question. Thérèse, oui. Parce que ces chants, justement, sur lesquels vous avez fait cette recherche, ce sont les chants aussi qui sont présentés là, hein, Exactement. dans l'exposition. Oui. C'est grâce, finalement, à votre recherche qu'on est capable aujourd'hui, voilà, Oui. d'intégrer effectivement ces chants en regard du panorama et aussi d'avoir leur traduction. Oui. Et qui est extrêmement poignante parce que, évidemment, voilà, c'est de pouvoir avoir la traduction de ces chants, de connaître leur signification, change tout, évidemment, dans la manière dont on reçoit ces chants. Donc, je pense que voilà, votre travail de recherche, il est absolument important, fondamental, crucial. Grand merci, c'est vraiment tellement un projet tellement important. Et ce que vous disiez aussi sur les archives, la différence aussi d'importance et de perception des archives ici et au Congo, où il peut y avoir effectivement vraiment des enjeux autour de l'appartenance du foncier et tout ça qui est tellement lié à ces documents. C'est aussi, je trouve, c'est absolument passionnant. On pourrait vous écouter là toute l'après-midi. Peut-être on va passer l'extrait que vous souhaitiez partager avec nous et puis continuer la conversation. Oui. Est-ce qu'on peut changer l'écran, la source de l'écran? Forcément. Ok. On retourne un peu. Comme ça, je vous montre. Donc, premièrement, les chansons, ils ont souvent pas de traduction ou une traduction très très limitée. Donc ça, c'est un extrait des archives ici qui s'appelle DECMA. Et ici, on va écrire, il y a beaucoup de sections, mais c'est inconnu, 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 indisponible. Et donc ça, c'est le travail qu'on faisait, c'est des écoutes collectives comme ça, pour essayer de traduire, décoder, contextualiser. Ok, ça c'est un extrait d'une chanson soi-disant Logouar, qui est une mal traduction de Lugbara, mais c'est non plus en Lugbarati, c'est en Calico, ce qui est à peu près 80 km au nord de chez Aldi. Et la traduction qui était écrite en dessous du titre dans les notes de Utero, c'était « Démonstration d'une façon de se faire entendre au loin ».
Vraiment, ouais, merci. Travail, ouais, vraiment, vraiment important. Peut-être je voudrais vous poser, notamment à vous tous, c'est vrai que le Congo Panorama était un projet qui s'inscrivait dans le cadre de l'exposition universelle de Gand en 1913. C'était un projet assez mégalomaniaque, enfin pharaonique. Hein. La réelle dimension du panorama, c'est 115 mètres sur 14 mètres. Donc effectivement, c'est vraiment tentative de réalité immersive avant l'heure. Comment vous avez réagi par rapport quand vous avez découvert chacun d'entre vous en fait ce projet? Comment ça a résonné en vous? Est-ce que vous imaginiez effectivement que les outils de propagande coloniale pouvaient revêtir, j'allais dire, ce type de matériaux qui d'ailleurs utilisent aussi effectivement l'art comme outil de propagande. Donc comment vous avez réagi et voilà, quelle a été votre réflexion par rapport vraiment à cet outil de propagande et à sa démesure? Bon, pour moi, personnellement, la démarche et pour ce qui est devenu la vidéo de Kumbu Kumbu et pour la vidéo avec Joël et la vidéo basée sur les entretiens qu'on a fait à Kinshasa et Congo central, c'était laissons regarder le panorama ensemble en détail et se poser la question qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on ne voit pas, et surtout de s'imaginer toutes ces hommes et ces femmes qui sont représentés sur cette image muette. Qu'est-ce qui se passerait si, en fait, par magie, tous ces gens, ils pourraient, en fait, if they could talk back, s'ils pouvaient, pas répondre à une question, mais s'ils pouvaient, en fait, briser ce mur de silence poussiéreux comme ça, et de nous faire part de leurs propres paroles. Pour ma part, au début, c'est vrai qu'il y avait une certaine appréhension, notamment, tu as rappelé les dimensions de... C'est double, parce que d'un côté, on se dit, en fait, est-ce que je vais le voir? Est-ce que vraiment, l'idée, c'est de remettre dans les dimensions ce panorama, ce qui en soi est aussi une forme de violence, je trouve, d'avoir... Et en même temps, c'est intéressant. Donc, il y a comme ça ce double mouvement entre, l'envie peut-être d'être dans cette réalité immersive, mais très vite, en avançant sur la réflexion, pour moi, en tout cas, c'est posé très vite la question de si c'est aussi grand, c'est qu'on a besoin de cacher quelque chose. Donc, ça, c'est pas... Enfin, voilà, parce que ça t'empêche, il n'y a pas de recul possible qui te permet de voir, de voir ce qui était, ce qu'on a mis sous le tapis, quoi. Et donc, ça a permis un peu de mettre de côté cette envie un peu voyeuse que j'ai pu avoir, ou ce réflexe de me dire, tiens, je voudrais voir dans l'espace, etc., pour finalement me concentrer sur ce qui, pour moi, était tout l'intérêt du projet, vraiment sur le découpage. Je pense qu'il y a aussi une sorte de geste symbolique, quelque part, de découper ce panorama, de lui enlever peut-être ce regard prédominant, ce pouvoir qu'il peut avoir. Vraiment ce truc de le déconstruire. De le déconstruire, mais même dans le travail concrètement, vous le verrez, mais je pense que c'est des sortes de pans. C'est comme si on avait pris on avait découpé en pans, et donc on a travaillé par
vraiment par par séquence, des petits endroits, ce qui permet de zoomer, d'aller dans le détail, d'essayer de voir. Et puis, il faut finalement se rendre compte qu'il y a une multitude de personnes, de personnes dont certains n'ont pas de visage, dont certains nous regardent. Et ça, c'est très intéressant. Enfin, il y a énormément de détails que justement une exposition aussi gigantesque telle qu'elle a eu lieu en 1913 ne permet pas, quoi. Voilà. Oui, il n'y avait pas à l'époque du tout d'approche critique par rapport à ce panorama. Il était censé donner une vision idéalisée, voilà, de la colonie. Ouais. Donc là, c'est vrai que voilà, tout ce travail permet cette approche critique, et notamment en recoupant aussi avec des images d'archives, est très intéressant, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, donc les deux peintres belges qui ont été chargés quand même de réaliser ce travail absolument gigantesque, ont été invités au Congo, évidemment, où ils ont passé en fait plusieurs mois à voilà, essayer de prendre des photos, voilà, avoir une idée. Donc ils reviennent en fait en Belgique avec donc des photos qu'ils ont prises de différentes scènes, d'ailleurs, notamment, je veux dire, des porteurs à Matadi, du port de Matadi, qui représentent à l'époque un des lieux vraiment clés de la colonie, puisque c'est de là que donc partent les minerais, toutes les matières vers la Belgique, le caoutchouc, l'or notamment. Donc ils ont toutes ces photos, et c'est intéressant de voir entre eux finalement le travail documentaire qu'ils ont fait et ensuite ce qu'ils choisissent de représenter. Il y a clairement en fait voilà, le filtre de la propagande qui est passé par là, et il ne représente plus les porteurs, par exemple, mais il y a juste finalement le port, et on ne voit plus. C'est ça, c'est très beau. Enfin, c'est vraiment, concrètement, c'est une belle peinture, quoi. Oui, oui. Du coup, ça détourne un petit peu. C'est un peu l'inverse de ce qu'a fait avec Afrique 50 René Vauthier, quoi. C'est où on voit les images, mais c'est la voix off qui vient donner une critique. Ben là, c'est l'inverse, en fait. C'est une image extrêmement idéalisée. Et puis, oui. et derrière, l'idée, c'est d'essayer d'amener Oui. voilà, une critique. Je me demandais si, parce qu'il y a pas mal donc d'archives qui sont exposées, mais s'il y avait aussi finalement des textes ou des réflexions en fait de ces deux peintres belges. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça, et la manière dont ils ont travaillé. Voilà, leurs étapes, leurs choix, éventuellement leurs interrogations. Est-ce que vous avez trouvé des choses sur ce travail? Parce qu'on peut imaginer, enfin, pour réaliser ce travail-là, je sais pas, ça a dû être, à mon avis, au moins une année, peut-être, parce qu'à deux, enfin 115 mètres sur 14 mètres, dans le détail là de représentation picturale, c'est un travail absolument incroyable, quoi. Vraiment assez remarquable d'ailleurs dans la représentation. Je pense qu'il arrive à dire. Alors, moi, quand en fait, Isabelle m'a appelé pour avoir une idée, c'est que c'est finalement le panorama du Congo. La première des choses que j'avais remarqué, parmi les images d'archives qu'ils m'ont montrées, il y avait une photo qui m'avait étiqué, c'était, ils avaient écrit Titanic. Oui. Ouais. Et j'ai compris l'épuisement, j'ai compris le projet en soi. Et c'était aussi parmi les déclics de ma réflexion sur comment je pouvais aussi l'aborder, parce que c'était un projet gigantesque. Et aussi, c'était... Après, quand j'ai lu ça, le rapport qui m'est venu instinctivement dans la tête, c'était... voilà...
en regardant le panorama, je me suis dit, on est sur Mars. Voilà, on est sur Mars, on est sur une autre planète. Il fallait conquérir. Et du coup, là, je tombe pile dans l'approche de mon travail. La manière dont je représente mes personnages qui portent un casque et tout. Et c'est le rapport qui frappe fort parce que aujourd'hui, l'imagerie, finalement, l'imaginaire du casque et cosmonaute, c'est une confrontation voilà, paradoxale des éléments. En même temps, ça représente la survie, mais en même temps, ça représente la conquête. Parce que les astronautes, quand ils partent sur Mars, voilà, ils en servent pour résister à cet espace qui ne les appartient pas, parce que l'air n'est pas respirable. Mais en même temps, ça représente aussi l'espace, le nouvel espace qu'ils veulent conquérir. Et du coup, tout de suite, j'ai vu les rapports, un dialogue impossible. Je me suis rappelé directement de la carte du Mercator, qui représentait finalement l'Afrique en bas et l'Europe en haut. Et vers l'époque de la Renaissance, on peut voir que toutes les représentations de peinture religieuse voyaient en fait les élus, la population blanche au ciel, dans le paradis, et on peut voir le peuple noir, les damnés, dans les enfers. Et du coup, j'ai eu ces rapports-là, et c'est d'ailleurs sur cette peinture que j'ai pu élargir en fait mes récits par rapport à mon travail, parce que on peut voir qu'il y a un dialogue impossible entre les terriens et l'extraterrestre. Donc du coup, c'est comme si les Congolais vivaient tout simplement les conséquences de leur conquête, des conquêtes des extraterrestres. Donc, et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à me poser des questions. Qu'est-ce qui manque finalement sur ces peintures? Et quels sont les éléments qui sont venus d'ailleurs et qui sont descendus comme des extraterrestres au Congo? C'est en ce moment-là que j'ai commencé à m'interroger sur le vide qui a causé en fait ces météorites, ces extraterrestres qui ont descendu. Et c'est pas que ce n'était pas que pour exploiter le sol ou laisser le vide dans le sol, mais c'était le vide de mémoire des corps, de la terre. Donc c'était comme ça que j'ai pu voilà. C'est intéressant cette image. C'est très fort aussi. Effectivement, la métaphore, finalement des colons et des colonisateurs comme vraiment les extraterrestres qui arrivent, en conquête, effectivement, sur un territoire, se l'approprient, exploitent toutes les richesses, mais aussi effectivement ont cet impact sur les cultures, sur les sociétés, sur tout l'aspect aussi immatériel des sociétés. Mais est-ce à dire que finalement, parce que là, si je vous entendais, Hilary, que finalement, un dialogue est impossible, en fait, un dialogue d'égal à égal entre ces extraterrestres et les habitants n'est pas possible, parce que finalement, il y aurait presque un hiatus, une fracture presque, culturelle, historique, qui rendrait ce dialogue impossible. Vous le pensez, ça? Oui, je le pense, parce que cela m'a amené à beaucoup de réflexions, bien entendu, sur mes récents projets ou mes récentes séries que je suis en train de faire. Et je l'ai vu dans plusieurs images, parce que c'est tout le temps que je fais de recherche, c'est tout le temps que j'essaie de trouver des éléments qui
qui pouvaient finalement me nourrir, surtout des documentaires. Et il n'y a pas longtemps, il y a une image qui m'a beaucoup frappé. C'était une image d'un documentaire où on parlait voilà, de les nouvelles énergies pour la transition énergétique. Voilà, on parlait du Congo et on montrait finalement voilà, les creuseurs, le mineur dans des trous. Et je ne dirais pas par malchance, mais il fallait être un observateur. Les caméramens a ramené, en fait, il a ramené la caméra dans le sens du contre-plongée. Et du coup, j'ai vu un grand soleil frapper les gens qui sortaient finalement qui voulaient ramener la matière première, qui l'ont eu sous la terre, et le ramener vers la surface. Et du coup, il y a eu un contraste, j'ai mis une pause, c'était les corps en contraste avec le soleil qui frappait leurs corps. Et là, je me suis dit, cette image me ramène sur ces rapports-là impossibles. Parce qu'on a l'impression que ces gens voulaient rapporter en fait, cette matière sur la surface pour que voilà, le peuple de la lumière, donc comme les soleils n'étaient plus naturels pour moi, mais ça devenait une sorte d'un grand projecteur qui s'est lâché sur le sol pour regarder tous ces gens qui travaillaient. Et du coup, et on a l'impression que le Congo a toujours ces rapports-là. Il descend, il ramène sur la surface la matière. Donc c'est comme s'il ramenait sur prétendument le peuple de la lumière. Et là, on tombe directement sur l'imagerie de Mercator, le géographe. Tout à fait. Et c'est ce que vous dites aussi très bien, c'est que finalement, quand on regarde notamment les conditions des mineurs ou d'autres, mais ça c'est de l'esclavage finalement moderne, contemporain, qui renvoie effectivement à, je veux dire, l'esclavage voilà, du 15e, 16e siècle, du début en fait voilà, de la traite, et qu'il y a beaucoup de choses qui dans la condition en tout cas des Congolais, qui continuent finalement aujourd'hui comme c'était hier. Pas grand-chose n'a changé pour certains en fait, hein. Dans l'exploitation vraiment directe et brute de cette voilà, de leur force de travail et de l'exploitation des minerais. Mais je sais que vous avez des questions, donc je veux vraiment ouvrir les que vous ayez le temps voilà, de poser des questions, parce qu'ensuite à 16h, en fait, les commissaires seront aussi dans l'exposition, et vous pourrez retourner dans l'exposition si vous le souhaitez, et donc voilà, discuter aussi avec les commissaires. Mais peut-être juste pour terminer, alors un dernier tour de table avec cette question là, qui est vraiment lié finalement à vos interventions artistiques par rapport à cet objet historique en plus extrêmement grand. Et bon, vous aviez, voilà, donc vous avez, il y avait les commissaires, vous en tant qu'artiste, clairement, j'allais dire un peu cette mission d'arriver à déconstruire le message de ce panorama, d'y apporter en fait voilà un contre-regard, une approche critique, d'autres voix. Comment vous vivez cette responsabilité, comment vous la situez aussi par rapport à j'allais dire le discours institutionnel? Est-ce que voilà, vous vous êtes senti à l'aise avec cette mission? Comment vous voyez aussi le résultat? Est-ce que vous êtes satisfait finalement pour vous, c'est un projet qui atteint voilà, son objectif avec l'exposition, et quelle a été aussi l'interaction avec voilà, l'institution qui porte ce projet? Alors pour moi, travailler ces projets dans le musée,
c'est comme faire un écho, parce que moi, pour moi, voilà, le musée, c'est comme un cimetière ou un tombeau de cristal. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose que je trouve dans ces paradoxal, et que toute cette mémoire puisée ailleurs, les ramener comme des récits figés ici c'est comme des témoignages finalement d'une victoire du capitalisme, et le voir dans des musées, les interroger, pour moi c'est important, parce que ça devient un champ de lutte où un artiste est obligé finalement de les déconstruire et d'élargir finalement ces regards-là. Et je ne pense pas que ça se fera en un jour, mais c'est juste une brèche, parce que la colonisation a pris beaucoup de temps. Et je pense que ça, c'est un pas très, très, très important à faire, et les déconstruire et ramener des contre-récits. Et je pense que c'est nécessaire. Voilà. Super. Donc satisfait du projet, du résultat aussi, Hilary? Bien sûr, je suis satisfait, parce que ces projets révèlent beaucoup de choses qui étaient cachées. C'est ce qui manquait finalement à ces panoramas, parce que ces panoramas, c'est un récit figé, c'est une fiction visuelle, et du coup il fallait le déconstruire. Il fallait ramener par exemple le travail de nos deux frères, qui est très poignant, qui confronte finalement ces panoramas, et c'est ce que je trouve très très intéressant dans ce projet. Et du coup, voilà. Okay, parce que ce panorama, il n'était plus exposé. L'original est quelque part enroulé. Donc quelque part là, le remettre à l'honneur, évidemment, c'est d'une certaine manière le réactiver, avec effectivement cette approche critique. Et pour moi, je trouve en fait que le projet a aussi tout son sens, parce que finalement, à travers la réactivation de ce panorama, c'est aussi une manière finalement aussi de peut-être se confronter à toutes les représentations coloniales qui sont encore environnantes, mais qu'on ne sait pas en fait clairement identifier, pointer, mais dont en fait l'Europe a été baignée. Qui sont encore là, que ce soit dans les livres scolaires, des fois dans des programmes de télévision, dans la publicité. En fait, toute cette imagerie coloniale, elle est encore extrêmement présente. Elle nourrit souvent en fait la représentation, notamment des Africains et des Africaines ici en Europe. Et finalement, de réactiver ce panorama, je trouve ça vraiment intéressant, parce que ça vient aussi en fait, voilà, nous permettre d'interroger toutes ces représentations qui sont là, mais dont on a parfois en fait pas conscience, parce qu'elles sont diffuses et qu'on va pas clairement en fait, voilà, on va dire la source de ces représentations n'est pas identifiée. Or là, grâce au panorama, voilà, on a une source sur laquelle on peut travailler pour déconstruire un peu toutes ces représentations. Donc ça, je trouve que c'est vraiment notamment, je trouve, des belles réussites et un des enjeux, je pense, de cette exposition. Joël Conrad Aldi, sur cette mission, à la fois votre responsabilité et puis sur le résultat de l'exposition. Oui. Selon là, ndenge ba réactiver eza normal, mais to comme il a un résultat final, parce que
tozwaki panorama na bamusike oyo ezalaki en 1911 jusqu'à 1913 parce que bamusike oyo totraduire eza date na panorama wana nyonso na publication ya panorama. Enregistrement ya musique eza banda 1911 tina 1913 bapiblie mpe panorama wana na 1913 donc oui. Donc, oui, on a, avec le travail, on a, dans un sens, réactivé ce panorama, mais ce travail n'a pas abouti, elle n'est pas à sa fin, l'idée de déconstruire, parce que, comme vous allez voir dans l'expo, les chansons qu'on a traduites, ou la plupart des chansons qui ont été traduites, datent de 1911 jusqu'à 1913, ce qui est exactement l'époque de la création du panorama. Ok. Panorama elakisi eloko mosusu bachanson wana ezorévele eloko mosusu. Et donc le panorama montre une chose, les chansons, ils montrent autre chose, ou ils racontent autre chose. Archive ezolakisa eloko mosusu bapopulation kuna bazotémoigne mosusu. Et donc les archives coloniaux, ils représentent la réalité à l'époque coloniale d'une façon, la population du Congo le raconte toute une autre histoire. Siko eloko nini bakosala il faut barefaire panorama wana pas seulement bakende kopendre mais ndenge ezalaki eloko moko spirituellement baresonaki yango ke tosala boye. Et donc, Et donc dans un sens, il faut maintenant refaire des panoramas, mais de le faire en partant d'une totalement autre, une démarche différente, pas littéralement refaire des panoramas, mais dans un sens spirituel, recréer, si je peux traduire, essayer de Oui, dans le sens normal, il faut pas repeindre panorama, on a pensé à battre donc pour réparer makambo mosusu ok. Et bombanaki wanande et quoi aboutir na résultat parce que awa na misé toti yango kuna na Congo mutu moko ayebi makambo tozosala te. Et puis important ça ba artiste eza nini oui c'est là. Et donc premièrement il faudrait refaire ces images mentales sur une nouvelle base, mais aussi déconstruire un discours n'est pas la fin de la démarche, de la route. En fait, il faut construire de nouveau, et construire de nouveau implique des actions. Et par exemple, des manques de telles expos, c'est que oui, on le fait ici à Tervuren, mais lui, Aldi, il dit, au Congo, et personne ne sait, ou très peu de gens ils savent qu'est-ce qui se passe ici, et aussi n'ont pas d'accès à cette information. soki balingi neti koloba ke tolingi to déconstruire po tozala satisfait nazomituna bino nde awa bato awa na mize nde balingi bazala satisfait ou bien balingi bapeuple congolais nde bazala satisfait. Et donc la question c'est, bon, c'est quoi le but? Que les gens du musée ils sont satisfaits ou que les gens au Congo ils sont satisfaits? C'est ça un peu. Le but au biso ba artiste to simbi makambo wana parce que toza attaché na population que biso soki tozwi recherche boye parfois soki toza na volonté na ba moyen tokoki kokomisela bango ba makambo ndenge wana nde mon intervention ba artiste ekotaki na sens wana. Et donc c'est là où se trouve le devoir ou ce que les artistes peuvent faire, c'est alors, comme ils sont en contact avec la population locale, c'est eux qui peuvent faire le relais entre les informations et la transmission de ce message, où le message doit finalement... Ou bien gouvernement congolais ayebi makambo tozosala, ou bien gouvernement belge ayebi makambo tozosala, ou bien mizende et organiser makambo indépendamment. Et donc lui il se pose la question, est-ce que
le gouvernement belge sait ce qui se passe ici dans cette expo? Est-ce que le gouvernement du Congo sait ce qui se passe dans cette expo? Ou est-ce que le musée fait ce genre de projet de façon indépendante? makanisi sens oyo nazala yo loba badeconstruire mpe bareconstruire eza nde na basens oyo na souleve wana. Donc, que finalement, déconstruire n'a que du sens quand c'est pour reconstruire quelque chose de nouveau. Voilà. Merci, merci Aldi. Ouais. Ouais. Conrad et Joël, et puis après, comme ça, on a le temps de prendre vos questions. Conrad, un mot aussi sur voilà, la mission voilà, en tant qu'artiste et le résultat aussi de l'exposition. Moi, je crois que c'est au public et le public et j'espère aussi le public en dehors de la Belgique à juger si on a été à la hauteur de la tâche. Oui. C'est ça. D'accord. Joël? Pour ma part, je dirais pas que je suis satisfaite parce que c'est pas tant oui, je suis contente d'avoir pu plonger dans la matière, d'avoir fait ce travail-là. Après, moi, ce à quoi je m'attache beaucoup, c'est pour qui. Voilà, quelles sont les rétines qui vont se poser sur les propositions qui sont faites. Je n'ai pas de doute que voilà, qu'il y a le public au musée, qu'il y a des scolaires, etc., etc. Voilà, mais du coup, il y a je suis contente, mais il y a je pense pas que l'on puisse se satisfaire simplement au vu de la réalité, au vu de ce qui se passe là maintenant aujourd'hui au Congo et qui et comme l'a si bien dit Aldi, voilà, et Koun, enfin, vraiment la continuité de ce qui est peint là. Donc voilà, c'est peut-être un souhait que ce soit peut-être vu, ou en tout cas, il ne s'agit pas tant qu'il y ait du nombre, mais peut-être que ça déplace quelque part, que ça fasse réfléchir, qu'on se dise, bah, tiens, je comprends peut-être un peu plus ce qui se joue, ou ce qui se trame, ce qui se peint aujourd'hui au Congo, d'où ça vient aussi, voilà. Après, en tant qu'artiste, c'est le seul endroit où je pense que je peux apporter ma contribution, c'est essayer un petit peu de semer des graines de réflexion pour faire avancer les luttes, quoi. Voilà. Ce que vous avez vraiment fait. Merci beaucoup à tous les quatre. Je ne sais pas si dans le public, vous avez donc des questions. Oui. Ah, voilà, comme c'est enregistré. Voilà. Ouais. Une question, mais avant la question, je voudrais dire mon admiration à Aldi, qui décide de donner une définition des archives tout en sortant complètement des canons littéraires et juridiques de la définition donnée par l'UNESCO pour les archives. Et nous ramène tout d'eau sur l'utilité des archives. Je ne veux pas, il a tellement, c'est bien dit que je ne reviens pas sur ça, mais ce que je retiens aussi, c'est qu'il s'est appesanti assez sur la datation des archives pour pouvoir retranscrire l'histoire. Et c'est Conrad, je crois, qui travaille sur les sources orales. Je voudrais savoir si, en interprétant les chansons, par exemple, vous êtes tombé sur des cas avérés qui remettent les archives, la véracité des archives écrites, de l'histoire relatée par les archives écrites par rapport aux sources orales. Je pose cette question parce que je travaille actuellement sur une série qui retrace un peu la guerre dans l'ancien Dahomey, qui est le Bénin d'aujourd'hui, et la capitulation du roi Béanzin, qui a marqué
allez, qui était le dernier bastion de la résistance contre l'Afrique occidentale française. Et il y a une histoire écrite qui est un récit de guerre. Et on sait tous qu'on a vu dans la Première et la Seconde Guerre mondiale que les écrits de guerre sont aussi falsifiés pour doper le moral des troupes et de la population. Donc, à un moment donné, il y a l'histoire orale, retranscrite par les chansons, les fresques murales et autres. On se retrouve à chercher la balance entre les justes milieux. Avez-vous déjà trouvé un cas pareil où les sources orales, elles, disent autre chose, mais plus vraies? Est-ce que vous pourriez changer l'écran, comme ça je peux montrer quelques exemples. Donc, une chose qu'on a trouvée qui est remarquable dans les traductions qui sont disponibles des chansons de Utero, qui font aussi partie des archives et de l'imaginaire colonial. Ce musée il est rempli d'informations qui ont été récoltées à la même époque, qui sont reproduites tout le temps ici, sans vraiment les investiguer. Et ce qu'on a trouvé plusieurs fois dans les traductions de Utero, c'est qu'un mot qui peut causer controverse, par exemple la souffrance ou la violence, est traduit par un mot qui est complètement neutre. Par exemple, il y a la chanson que vous pouvez écouter là-bas aussi, c'est une chanson Mamvu, Amnamaboro et Titi Tokoe, et genre Tokoe, c'est souffrance. Ici, c'est... et donc la traduction, c'est « nous restons ici seuls pour souffrir ». Et donc la traduction, c'est « nous restons et nous verrons même ce qui arrivera ». Il y a même chose pour une chanson en Pazande, ou Nolungo, c'est souffrance, mais ici c'est traduit comme affaire. Et donc il y a comme ça une continuité. Après, il y a beaucoup de... par exemple, ici, ça c'est une archive de 1915 où c'est écrit « ne pas transmettre ». Ou il y a autre. Ça, je voulais montrer aussi. Bon. Il y a des archives où, par exemple, on va écrire le territoire des Lugbra a fourni pour l'année 1915 autant de travailleurs. Et là, au ministère, on va noter veuillez surveiller vos expressions. Parce que ce n'était pas techniquement, en fait, ces travailleurs, théoriquement, ils étaient des travailleurs libres qui venaient librement pour travailler, alors que tout le monde savait dans l'administration coloniale que ce n'était qu'avec l'appui de l'administration et avec le travail forcé qu'on trouvait de la main-d'œuvre pour les mines. Oui, et souvent, ça s'est passé aussi qu'on lit, par exemple, un extrait d'archives, comme par exemple quand on était à Ejo, et les gens, ils éclatent de rire parce qu'ils se disent « mais ça n'a aucun sens, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé ». Mais toutes ces informations, elles ont été décodées, il n'y avait personne non plus pour vérifier ces informations. Même chose, je voulais aussi faire une petite correction. Il y a ce mythe de l'explorateur qui est repris dans le travail de Bastien et Mathieu parce que dans le livre d'or de l'Expo, c'est écrit 8 semaines au Congo, donc 2 mois au Congo. Et dans une lettre que Mathieu a écrite à un oncle, il disait « Ah, je suis ici depuis 3 semaines et je suis très content que dans quelques jours, on va partir. » Donc, premièrement, ils ont passé que 3 semaines au Congo. Deuxièmement, en fait, en termes de recherche, ils se plaignaient qu'ils étaient obligés par l'administration territoriale de tout le temps visiter les différents administrateurs juste pour éviter qu'ils voient la réalité sur le terrain.
et qu'en fait, la plupart, tout le travail de peinture a été fait ici, pas là-bas. Donc, il y a toute cette mystification, comme une accumulation de mystification comme ça, ça devient une archive très lourde comme ça. Il dit, moi, je suis très fort. Parce que j'ai beaucoup de papier. Et il y a aussi une chose très intéressante au niveau épistémique entre l'écrit et l'oral, parce que c'est dans les archives où j'ai vraiment, vraiment trouvé que ce qui, surtout par rapport à la situation au Congo, à l'époque coloniale, chaque information écrite a commencé par quelque chose que quelqu'un a juste dit. C'était juste une parole. Lui, il a écrit, par exemple, l'administrateur dit « Mon sous-chef m'a dit que la population là-bas parle telle ou telle langue. » Il l'écrit, et là, ça devient codifié, et tout à coup, il y a l'imbalance. Tout à coup, c'est lui, il a des sources écrites. Ça, c'est fort, ça, c'est objectif, ça, c'est vrai. Et ce que la population dit, non, ça, c'est juste des mots. Mais ce n'est qu'une transformation matérielle de la même chose. Et on se base sur des choses Qui était écrite. qui sont comme ça. Et il faut tout soulever, Ah oui, ça. livre. Et donc, un très bon exemple de ça, c'est un livre qu'on a acheté ici dans le Museum Shop. Et c'est un vocabulaire, un dictionnaire Lugbarati, donc Lugbarati français, de 1912, exactement la même époque de la création du panorama et l'enregistrement des chansons de Utero, dans la même région. Et donc, sikoyo net livre oyo eza ya monoko ya mboka na ngai mais transcription ya kati a 70% eza lokuta eza langue na nga te. Et donc, ce dictionnaire est soi-disant la traduction de Lugbarati en français de sa langue. Mais 70% de ce qui est écrit dedans n'a aucun sens. Donc, imaginez l'accumulation de malentendus, de incompréhensions qui sont devenus non seulement lois, mais aussi codifiées et qui continuent à former la base d'une épistème qui est soi-disant supérieure. eloko elakisi yango ke ezalaki baobligation eza par exemple awa tokuti chaise bazobenga yango bois. Par exemple, ici dans le dictionnaire, la traduction pour chaise, en fait, c'est donc le mot chaise en Lugbarati, c'est traduit comme bois. Net sapato balobi eza noir. Et donc, chaussure, c'est traduit comme noir. Après, il y a par exemple je, tu, il, elle, saint. C'est tout le même, c'est tout bas, mais bas n'existe pas dans sa langue. Juste pour donner un exemple très... C'est que information nyonso bango basalaki ya bahistoire sur bato eza réel te parce que net oyo azokanisaka ye azokommunike na lugbara nzoka azokommunike na ye te communication eza te ezokende na sens mosusu. Donc imaginez de baser votre communication avec un peuple sur de tels documents. Après selon ozokoma histoire ya peuple wana est-ce que nani nda na répondre à yo histoire yango. Et donc là se trouve au Africa Museum l'histoire écrite par administrateur tel des Lugbara, alors que même une communication très très basique est inexistante. Donc ça, utina histoire yango wapi par exemple omona. C'est super intéressant parce que, ouais, à travers ce statut, ce changement de statut en fait, hein, de la connaissance entre, voilà, qui passe de l'oralité effectivement à l'écrit, et on sait à la fois effectivement le poids de l'écrit
dans les cultures européennes et son statut vraiment de source privilégiée comparativement à l'oralité, alors que peut-être justement en Afrique, ça reste le contraire, en tout cas dans beaucoup de pays d'Afrique où l'oralité reste une source majeure de connaissances, peut-être presque plus fiable justement que les sources écrites qui sont souvent des sources d'une manière ou d'une autre liées en fait à la colonisation. Et ça, c'est quelque chose, enfin je pense à travers votre projet, tout le travail que vous faites sur les histoires orales est vraiment, vraiment importante, mais je me demandais si justement cette différence presque justement épistémique entre des sources écrites et orales, et cette différence aussi de considération peut expliquer aussi finalement une sorte de dialogue impossible, de communication qui serait justement quelque part biaisée par déjà, j'allais dire, cette épistémée qui serait différent à la base, en fait, dans la relation à l'écrit et à l'oral. Et à l'oralité, comment vous voyez ça? On part d'une situation où un peuple dominant arrive avec en pensant en tout cas que son mode de communication, à savoir l'écrit, constitue un des meilleurs moyens de compiler l'histoire, de relayer les informations, etc. Donc c'est vraiment hyper intéressant. C'est un exemple très parlant, quoi, je veux dire. De là à dire que la communication est impossible, c'est ça. Elle est biaisée. Impossible, je ne sais pas. Elle est forcée, elle est existante, mais elle est biaisée. Et je parle que de la communication. Après, on parle aussi de l'écriture de l'histoire, finalement. C'est-à-dire que l'histoire aurait tout intérêt à intégrer, en fait, aussi ces sources orales. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Est-ce que j'ai bien compris que vous avez dit que vous avez acheté... Est-ce que j'ai bien compris que vous avez dit que vous avez acheté ce petit fascicule maintenant dans le bookshop? Oui. Donc il est maintenant, on peut l'acheter maintenant dans le bookshop. Oui. Donc je propose que toutes les personnes qui sont ici achètent ce fascicule. Comme ça, on a une action performatrice d'une preuve que le musée est en train Oui, Abi. Est en train de de transmettre Une fausse information. une horreur. Non, Une horreur. Aujourd'hui, moi je suis sidéré que vous me disiez ça. Hein. Parce que ça, c'était écrit par un administrateur de Abba, comme ça. C'est à 210 km de mon village. Je me demande comment il a pu savoir les mots pour écrire ça ici et qui lui communiquait. Donc, à partir de chez moi jusqu'à là où il travaillait, il y a presque 8 peuples, il y a presque 9 langues comme ça. Il y a Lubara, Kaliko, Kakwando, Logo, Madi, Dongo, Bari et Avocat. Il y a presque 10 langues comme ça en route pour arriver là où ce dictionnaire a été fait. Tu vois? C'est à Abba qu'il a écrit ça, en 1912. Et je me demande comment il a pu faire ça à cette distance comme ça. Ok, faisons quelque chose, s'il vous plaît. Parce que moi, j'en ai un peu plein le cul. J'ai 60 ans et on est là en 2025 et je me dis, mais c'est invraisemblable, quoi. Je veux dire, ce musée a été refait et en fait, il y a des gros problèmes qui continuent. Enfin, ou je me trompe, ou alors on est juste là en train de vendre ce truc en disant « Ah, on a des vieilles caisses avec des vieilles archives de 1912, on en a encore 25 000 exemplaires dans les caves ici. Et mettons-les là quelque part, comme ça peut servir, ça va écouler les stocks. Ou bien, de quoi s'agit-il? Enfin, je vous en prie, faites quelque chose. Faisons tous quelque chose maintenant ici, parce que nous sommes tous ici présents à propos de cette affaire, dont on ne sort pas. Je suis étranger. Et on doit, enfin, ça doit bouger, quoi. Je veux dire, moi, j'arrive dans ce musée, j'étais encore jamais venu, je vois cette pirogue là en bas, c'est hallucinant. Enfin bon, bref.
je crois que les gens ont bien compris ce que je veux dire. Et s'ils n'ont pas compris, ils ne comprendront pas demain. Merci. Merci. Je crois que le directeur veut peut-être vous répondre sur pourquoi cet objet est au bookshop. C'est une politique du musée. Tant que les publications historiques sont disponibles, c'est de les mettre à disposition du public, soit dans la bibliothèque, soit en vente à l'international. Il est très clair, il est très clair que c'est une publication de 1912. Donc ceux qui achètent savent très bien que ce n'est pas une publication qui reflète la vision ou la politique de la maison. Donc on a le choix. Soit on enterre ces publications, on fait comme si ça ne s'est pas passé, soit on les offre toujours. C'est une question de politique. Les deux sont possibles. Aujourd'hui, notre politique, c'est de mettre à disposition des publications qui ne reflètent pas ni nos recherches, ni notre politique d'aujourd'hui. Vous savez, en 1960, nous avons par exemple décidé dans cette maison de ne plus faire cette semi-science qui est l'anthropologie humaine. Est-ce qu'il faut ne pas documenter et ne pas regarder d'un œil critique ce que nous avons fait dans le passé? Notre devise en tant que musée, c'est de montrer ce qui était le passé et de dire le passé, ça ne passe pas. Donc notre volonté, c'est de le documenter. Mais je comprends votre questionnement. Si vraiment cette publication, par exemple, serait porteur d'une vision particulièrement raciste, etc., nous pourrions décider de la retirer. Dites-le nous, proposez-le. Mais cette politique de ne pas cacher le passé, pour moi, c'est important. Merci. Je vais vous donner ma réponse. Oui. Merci. Alors, la réponse que j'ai envie de vous faire directement, et je n'ai pas mon diplôme d'enseignement secondaire supérieur, donc je ne suis pas spécialement bien logé pour vous répondre. Je ne suis pas universitaire, anthropologue, sociologue ou quoi que ce soit, ou politologue, économiste. Mais dans ce que vous dites, vous faites une proposition binaire. Et elle ne me convient pas. C'est-à-dire que vous dites, soit on le cache, soit on le laisse là. Oui, c'est ça. C'est binaire. Moi, je vous dis, laissez-le là et dites, ceci est faux. C'est un peu d'ailleurs la démarche de l'exposition. C'est-à-dire effectivement, vous dites vraiment, vous réactivez effectivement une imagerie coloniale, mais en disant, ceci est faux et vous la déconstruisez et finalement vous apportez énormément d'outils de réflexion et de connaissances qui sont très intéressants. Donc ça pourrait être effectivement aussi une approche importante pour effectivement tous les manuels, toutes les publications coloniales, problématiques. Et Dieu sait s'il y en a, mais c'est vrai que ça peut être quelque chose. Il y a sans doute un projet à imaginer autour de ça. Donc merci pour vos questions, pour ces contributions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va peut-être prendre encore une ou deux questions et puis clore la discussion. Ah oui, Joël. Non, mais t'inquiète. Oui, juste dire peut-être que, en effet, on sait très bien qu'il y a un nombre important de collections et d'outils, d'écrits, de choses, d'archives dans les caisses, dans les caves, je ne sais pas où, du musée. Mais en tout cas, ce qui est bien, je trouve, au vu de ce qui se passe là, c'est qu'on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Donc en fait, si on sait que cet ouvrage, et je trouve ça hyper intéressant et hyper parlant et révélateur de plein de choses, et après on peut en tirer les leçons qu'on veut, si effectivement, il n'y a pas si, puisque ce document comporte des erreurs, on sait que c'est un document d'archives 1912, etc., on le sait, et qu'en effet, je pense qu'il ne suffit pas de dire on le cache, je pense qu'on peut très bien le vendre en disant, en fait, on le vend en disant, ceci est un document qui est faux. On peut aller même plus loin en le vendant, en se disant, peut-être que les bénéfices de ces écrits-là peuvent servir à faire un travail plus approfondi sur les langues telles qu'elles ont été transmises. Enfin, je veux dire, on peut, c'est pas bien compliqué, on peut être inventif quant à la manière de réparer, parce que c'est de ça dont il s'agit, quant à la manière de traverser notre histoire, collective et partagée, qu'on le veuille ou pas, et quant à la manière de la réparer. Voilà, d'être concret, en fait, parce que, parler, ça, on sait faire, oui. Peut-être qu'on peut aussi agir. Waouh, c'est une super...
Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je trouve que c'est une magnifique conclusion. Je n'ajouterai rien de plus. Voilà. Donc, effectivement, réparer et être continuer, en fait, la réflexion et aussi, effectivement, avec des actions concrètes, être inventif. Hein. Et tu dis ce mot important et l'inventivité, mais aussi effectivement réparer avec des actions concrètes. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut vraiment vous applaudir. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous d'avoir été là. Et puis, merci aux commissaires aussi, donc, qui vont être dans l'exposition et avec lesquels on va pouvoir continuer aussi la conversation là jusqu'à la fermeture de l'exposition. Merci à tous.